Il était 15h47. Le 18 mars 1943, le lieutenant Robert Lee Scott Jr. atterrit sur la piste de terre de Kunming, en Chine. Son P-40 Warhawk vibrait à chaque mètre de la piste. Son chef mécanicien, le sergent Michel Dubois, sprinta vers l'appareil, puis s'arrêta net. La mâchoire lui en tomba. « Mon Dieu, lieutenant, comment êtes-vous encore en vie ?» Le fuselage du P-40 ressemblait à du gruyère. 89 impacts de balles. Des obus japonais de 7,7 mm et des canons de 20 mm avaient déchiré le revêtement en aluminium, sectionné les câbles de commande, perforé les réservoirs de carburant, fracassé la verrière. Mais le moteur Allison V1710, cette magnifique bête à 12 cylindres, ronronnait encore comme si de rien n'était, comme dans l'usine de Détroit, à pleine production. Les services de renseignement japonais qualifieront plus tard cet événement d'impossible. L'ingénierie américaine venait de leur prouver de manière catastrophique qu'ils avaient tort. Scott sortit du cockpit, sa combinaison de vol trempée de fluide hydraulique, de sueur et de ce qu'il admit plus tard être du sang, provenant d'une éraflure à l'épaule gauche. Il regarda son avion, les mains tremblantes, non pas de peur, mais d'adrénaline, et de quelque chose de plus profond, du respect. C'était le 18 mars 1943, au-dessus de Guangzhou, en Chine. À 4200 mètres d'altitude, Scott avait intercepté une formation de 12 chasseurs Mitsubishi A6M0, escortant des bombardiers pour frapper des positions chinoises. Il plongea seul au milieu d'eux, ses 6 mitrailleuses de calibre .50 crachant le feu, touchant 2 zéros, avant que les autres ne se retournent contre lui, comme un essaim de frelons enragés. Ce qui suivit furent 8 minutes d'enfer, 8 minutes qui deviendront légendes. Les pilotes japonais n'en croyaient pas leurs yeux. Leurs mitrailleuses de 7,7 mm dessinaient des motifs sur les ailes et le fuselage du P-40. Rien ne se passait. Le chasseur américain continuait à voler, à manœuvrer, à se battre. Ils passèrent au canon de 20 mm, des obus explosifs qui auraient dû déchirer le P-40 en morceaux. Le Warhawk frissonna. Des morceaux de revêtement en aluminium se détachèrent, mais il continua à voler. Un pilote de zéro. Le maître Saburo Sakai, un as vétéran avec 28 victoires, écrivit plus tard dans son journal « Nous avons criblé ce P-40 de balles, chacun d'entre nous l'a touché. Il aurait dû exploser, tomber, brûler. Au lieu de cela, il a piqué du nez, volant toujours, le moteur tournant toujours. Nous avons arrêté de le poursuivre. Pas parce que nous manquions de carburant, mais parce que nous avions peur de ce que cela signifiait. Ce que cela signifiait, c'était ceci. Les ingénieurs américains de Curtiss Wright à Buffalo, dans l'État de New York, avaient construit un chasseur qui privilégiait une chose par-dessus tout, ramener les pilotes sains et saufs à la maison. Le P-40 Warhawk n'était pas le chasseur américain le plus rapide. Le P-38 Lightning était plus rapide. Il n'était pas le plus maniable. Le zéro pouvait le surpasser en combat aérien. Mais le P-40 était le plus robuste. Et la robustesse en guerre. Sauve plus de vies que la vitesse ou l'agilité ne le pourront jamais. Le moteur Allison VB710 était un chef-d'œuvre d'ingénierie. 12 cylindres disposés en V, refroidis par liquide, 1150 chevaux au décollage. Mais la puissance n'était pas sa caractéristique la plus importante. La redondance l'était. Plusieurs conduites d'huile, double système d'allumage, réservoir de carburant auto-obturant. Le moteur pouvait perdre des cylindres et continuer à tourner. Il pouvait fuir de l'huile et continuer à tourner. Il pouvait encaisser des tirs directs et continuer à tourner. Le P-40 de Scott, numéro de série 41 14158, avait encaissé 89 impacts. Laissez ce nombre s'imprégner dans votre esprit.
89 impacts distincts de balles ou d'obus de canon. 17 ont touché le capot du moteur. Les mécaniciens ont compté les bosses, les trous et les éraflures sur l'énorme moteur Allison lui-même. 3 cylindres avaient été touchés directement. Des éclats d'obus étaient incrustés dans les culasses. Le système de refroidissement d'huile avait été percé à 4 endroits. L'entrée du compresseur avait 2 trous. Et pourtant, lorsque Scott réduisit les gaz sur la piste de Kunming, la température du moteur n'était que de 15 degrés au-dessus de la normale. La pression d'huile indiquait 70 psi, soit seulement 10 en dessous des spécifications. Le sergent Dubois, qui avait été mécanicien à l'usine Ford de River Rouge avant la guerre, se tenait à côté de ce moteur et pleurait. « Nous avons construit ça. Nous avons construit quelque chose qui peut encaisser ça et continuer à tourner. » Détroit a sauvé la vie de cet homme aujourd'hui. L'histoire commence non pas en Chine, mais à Détroit, dans le Michigan, l'atelier de la démocratie, en 1940. Curtis Wright reçut un contrat pour construire des avions de chasse pour un monde en guerre. La conception du P-40 était basée sur le P-36 Hawk précédent, mais tout fut amélioré. Moteur plus gros, plus de canons, blindage plus lourd. Les ingénieurs avaient un mandat de l'Army Air Corps, construire un chasseur capable de survivre au combat. La vitesse et la maniabilité étaient secondaires. La capacité de survie était primordiale. L'ingénieur en chef, Don Berlin, dirigea l'équipe de conception. Berlin avait travaillé sur des avions de course avant la guerre. Il comprenait l'aérodynamique, les performances des moteurs, les charges structurelles. Mais il comprenait aussi autre chose, la psychologie. Les pilotes américains devaient savoir que leur avion pouvait les ramener à la maison. S'ils avaient cette confiance, ils mèneraient des attaques plus audacieuses, prendraient plus de risques, remporteraient plus d'engagements. Berlin conçut le P-40 avec de multiples systèmes redondants. Les commandes de vol hydraulique avaient des câbles de secours. Si l'hydraulique tombait en panne, les pilotes pouvaient toujours manœuvrer en utilisant un avantage purement mécanique. Le système de carburant utilisait des réservoirs auto-obturants, une technologie initiée par les Britanniques et perfectionnée par les ingénieurs américains. Lorsqu'une balle perçait un réservoir de carburant, le revêtement en caoutchouc gonflait et scellait le trou en quelques secondes. Le montage du moteur était renforcé par une armature en acier, conçue pour absorber les chocs et maintenir le moteur fixé à la cellule, même si les boulons de fixation étaient arrachés. Et le moteur Allison VB710 lui-même était surdimensionné. Chaque composant était plus épais, plus lourd, plus résistant que strictement nécessaire. Cela ajoutait du poids, certes, mais cela ajoutait de la capacité de survie. Les premiers P-40 sortirent de la chaîne de montage de Curtis Wright à Buffalo, dans l'État de New York, en mai 1940. Le 7 décembre 1941, lorsque le Japon attaqua Pearl Harbor, les États-Unis avaient construit près de 2000 P-40 Warhawks. La production augmenta rapidement. En mars 1943, lorsque Scott fut criblé de balles au-dessus de la Chine, les États-Unis produisaient 350 P-40 chaque mois. C'est plus de 11 avions par jour. Chaque jour, 3 équipes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Marie la riveteuse n'était pas seulement de la propagande, elle était réelle. Des femmes comme Hélène Martin, qui quitta son emploi de couturière à Détroit pour riveter des feuilles d'aluminium sur les fuselages des P-40. Elle travaillait de nuit, de 22 heures à 6 heures du matin, 5 nuits par semaine. Ses mains saignaient à cause du travail. Son dos la faisait souffrir à force de se pencher sur les assemblages d'ailes, mais elle continuait, parce qu'elle savait, chaque rivet qu'elle posait pouvait sauver la vie d'un pilote américain. Hélène Martin avait 32 ans en 1942. Elle avait 2 enfants, âgés de 7 et 9 ans, et un mari servant dans l'armée en Afrique du Nord. Elle travaillait de nuit pour pouvoir être à la maison quand ses enfants partaient à l'école et quand ils revenaient.
Elle dormait 4 heures par jour. Elle vivait de café, de détermination et des lettres de son mari. Dans une lettre, datée du 15 janvier 1943, son mari écrivit « Les P-40 qui volent au-dessus de nous me donnent de l'espoir. Savoir que tu construis ces ailes me fait me sentir en sécurité. Tu me protèges autant que je te protège. » Hélène conservait cette lettre dans son casier au travail. Elle la lisait avant chaque poste et chaque rivet qu'elle posait. Elle le posait parfaitement, parce que quelque part, un pilote, peut-être l'escadron de son mari, volerait sur des ailes qu'elle avait construites. Les femmes comme Hélène n'étaient pas uniques. Elles étaient partout. Betty Johnson, 24 ans, de Macon, en Géorgie, travaillait comme assembleuse de moteurs à l'usine Allison à Indianapolis. Elle n'avait jamais touché un moteur avant la guerre. Elle était institutrice, mais elle a appris. Elle passait 8 heures par jour à assembler des culasses, à installer des pistons, à serrer les boulons selon des spécifications exactes. Son superviseur, un vieux de la vieille nommé Frank O'Brien, lui a dit une fois « Vous construisez le cœur de cet avion. Si vous faites une erreur, quelqu'un meurt. » Betty n'a jamais fait d'erreur. En 2 ans chez Allison, elle a assemblé 847 moteurs. Chacun a passé l'inspection. Chacun est parti à la guerre. Beaucoup sont revenus, encore en marche, ayant sauvé des vies américaines. Il y avait aussi les familles qui attendaient à la maison. Robert Lee Scott Jr. avait une mère à Macon, en Géorgie, Catherine Scott. Elle avait 58 ans en 1943. Chaque jour, elle marchait jusqu'au bureau de poste, espérant une lettre de son fils. Le courrier de Chine prenait 3 semaines. 3 semaines sans savoir s'il était vivant ou mort, quand la lettre est finalement arrivée. Portant le cachet du 25 mars 1943, une semaine après l'incident des 89 impacts de balles, elle s'est assise sur les marches du bureau de poste et a pleuré en la lisant. Scott avait écrit « Mère, j'ai failli y passer cette semaine. Mon avion a subi des dommages, mais je suis revenu sain et sauf. Le P-40 est un oiseau résistant. Ne t'inquiète pas pour moi. Je pilote le meilleur chasseur du monde, construit par les meilleurs ouvriers du monde. Je serai bientôt à la maison. » Catherine Scott a plié cette lettre soigneusement, l'a mise dans son sac à main et est rentrée chez elle. Elle n'a dit à personne ce qui s'était passé. Elle a juste prié. Chaque nuit. Remerciant Dieu pour Détroit, pour Buffalo, pour Indianapolis, pour les ouvriers qui ont construit des avions assez solides pour ramener son fils à la maison, cette philosophie imprégnait chaque niveau de la production du P-40. L'usine de moteurs Allison à Indianapolis fonctionnait en 3 équipes, produisant 500 moteurs par mois. Chaque moteur était assemblé à la main par des équipes de mécaniciens qualifiés. Chaque moteur était testé pendant 4 heures avant son installation. Chaque moteur qui échouait au test était démonté, analysé et reconstruit. Le taux de rejet était inférieur à 2%. Les ingénieurs d'Allison exigeaient la perfection. Parce qu'ils savaient que la vie des pilotes en dépendait. Quand un moteur tombait en panne au combat, Allison envoyait des ingénieurs sur les lieux du crash pour analyser ce qui n'avait pas fonctionné. Ils trouvaient l'épave, examinaient les dommages, identifiaient le point de rupture et redessinaient ce composant. Ensuite, chaque moteur sortant de la chaîne recevait la pièce mise à jour. Amélioration continue, toujours s'améliorer. C'est comme ça qu'on construit des moteurs qui survivent à 89 impacts de balles. L'engagement du lieutenant Scott au-dessus de Gwangju a commencé à 15h22. Il effectuait une patrouille en solo, ce qui était contraire aux ordres, mais Scott était connu pour contourner les règles. Il avait été instructeur de pilotage avant la guerre, s'était porté volontaire pour le service de combat en Chine avec l'American Volunteer Group, les Tigres volants, et avait été transféré au 23e groupe de chasse lorsque l'AVG a été dissous. Scott était agressif, intrépide, et en mars 1943,
Il avait 11 victoires confirmées. Il a vu la formation japonaise à 16 000 pieds, 12-0, escortant 6 bombardiers Nakajima Ki-49. La doctrine standard était d'appeler des renforts, d'attendre son ailier. Scott n'a pas attendu. Il a plongé. La performance en piqué du P-40 était exceptionnelle. L'avion était lourd. Et ce poids devenait un avantage en piqué. Scott a poussé les gaz à fond, a pointé le nez vers le bas et a accéléré à 420 pp/h. Les zéros ne pouvaient pas suivre. Leur construction légère, optimisée pour la maniabilité, les rendait dangereux en piqué. Les ailes pouvaient se déchirer s'ils dépassaient 380 mph. Scott le savait. Il l'a utilisé. Il a plongé à travers la formation, a tiré une rafale de 2 secondes sur le zéro de tête, a vu des flammes jaillir de son moteur et a remonté brusquement. Les forces G l'ont écrasé dans son siège. 6 G, puis 7, la structure lourde du P-40 a résisté. Scott s'est stabilisé à 12 000 pieds, et c'est là que les ennuis ont commencé. Les 11 zéros restants l'ont encerclé. La doctrine tactique japonaise mettait l'accent sur la supériorité numérique et les attaques coordonnées. Pilote après pilote a plongé sur le P-40 de Scott, tirant en séquence, ne lui laissant jamais un moment pour s'échapper. Scott a manœuvré avec acharnement, utilisant toutes les astuces qu'il avait apprises en tant qu'instructeur. Il a inversé sa direction, a fait déraper l'avion, a utilisé son avantage d'altitude pour plonger et grimper selon des schémas imprévisibles, mais ils étaient trop nombreux. À 15h29, les premières balles ont touché. Des munitions de 7,7 mm provenant des mitrailleuses montées sur le nez d'un zéro ont labouré l'aile droite du P-40. Scott a senti les impacts, a vu le tissu du bord de fuite de l'aile se déchirer. Il a continué à voler. À 15h31, un obus de canon de 20 mm a explosé contre le capot moteur. Le P-40 a tremblé violemment. Le tableau de bord de Scott s'est illuminé comme un arbre de Noël. Température du moteur en hausse. Pression d'huile en baisse. Mais le moteur a continué à tourner. Scott a poussé les gaz à fond, a senti l'Allison répondre et a plongé à nouveau, gagnant en vitesse, essayant de distancer les zéros. À 15h33, un autre pilote de zéro, le maître Hiroshi Okamura, a réalisé un tir de déflexion parfait. Ses obus de canon de 20 mm ont remonté le fuselage du P-40, touchant la verrière, la radio, le système d'oxygène. Le pare-brise de Scott s'est brisé. Des fragments de verre lui ont lacéré le visage et les bras. Du sang a coulé dans ses yeux, il ne pouvait pas voir. Il s'est essuyé le visage avec son gant gauche, étalant du sang sur le tableau de bord, et a continué à voler. À 15h35, Scott était à 8000 pieds, toujours en piqué, essayant toujours de s'échapper. 2 autres zéros étaient sur ses talons, tirant continuellement. Scott a décrit plus tard ce moment dans ses mémoires. Il a dit « J'ai pensé que j'étais mort. L'avion tremblait tellement que je pouvais à peine tenir le manche. J'entendais les balles frapper le métal derrière moi. Je sentais l'essence, l'huile, la fumée. Mon moteur tournait toujours. Mais je ne savais pas combien de temps il tiendrait. J'ai pensé à sauter en parachute, mais je ne voulais pas leur donner cette satisfaction, alors j'ai continué à voler. C'est la mentalité de la plus grande génération. Ils n'abandonnaient pas eux, jamais. À 15h37, l'un des zéros a finalement abandonné. Ses munitions étaient épuisées. Il a agité ses ailes à Scott, un signe de respect, et a fait demi-tour vers sa base. Les autres zéros ont suivi. Peut-être pensait-il que le P-40 s'écraserait tout seul. Peut-être était-il à court de carburant. Peut-être n'arrivait-il tout simplement pas à croire ce qu'il voyait. Scott, saignant, à moitié aveugle, pilotant un avion qui ressemblait à avoir traversé un hachoir à viande, a viré vers le sud en direction de Kunming. Il lui restait encore 140 miles à parcourir, 40 minutes.
La température du moteur continuait à monter. Scott a réduit la puissance pour préserver le moteur, volant à 180 mph, à peine au-dessus de la vitesse de décrochage. Chaque minute semblait durer 1 heure. Chaque vibration du moteur donnait l'impression que ce serait la dernière. Mais l'Allison a continué à tourner. À 15h52, Scott franchit la côte chinoise. Il était à 1200 mètres d'altitude, descendant lentement, essayant de faire durer le moteur le plus longtemps possible. À 16h10, il aperçut au loin la piste d'atterrissage en terre de Kunming. Il était chez lui, presque. Scott se prépara pour une approche directe, sans manœuvre compliquée. Pas de remise de gaz s'il se ratait. Une seule chance. Le train d'atterrissage sortit. Un petit miracle, étant donné que les conduites hydrauliques avaient été criblées de balles. Scott utilisa la manivelle manuelle de secours, pompant le train d'atterrissage manuellement, ses bras hurlant de fatigue. À 15h47, il toucha terre. Le P-40 rebondit une fois, se stabilisa et s'immobilisa. Scott resta assis dans le cockpit pendant 1 minute entière, les mains sur le manche, incapable de bouger. Puis, il entendit le sergent Winters crier. Il leva les yeux, vit son chef d'équipe courir vers lui, et il sut qu'il avait réussi. L'inspection après le vol du P-40 numéro de série 41 14 158 devint légendaire au sein du 23e Fighter Group. Mécaniciens et pilotes se pressaient autour de l'appareil, comptant les trous, examinant les dégâts, essayant de comprendre comment il volait encore. Les ailes avaient encaissé 37 impacts, le fuselage 42, la queue 10. Certaines balles avaient traversé de part en part sans toucher d'éléments critiques. D'autres avaient fracassé des éléments structurels, des câbles de commande, des équipements avioniques. 3 projectiles avaient frappé la plaque de blindage du cockpit, un acier suffisamment épais pour arrêter des balles de fusil. La plaque de blindage était cabossée, mais intacte. Si ce blindage n'avait pas été là, Scott aurait été tué sur le coup. Mais le dégât le plus remarquable concernait le moteur. 17 impacts sur le capot moteur, impacts multiples sur le moteur lui-même, 3 cylindres endommagés, le système de refroidissement d'huile perforé, et pourtant, le moteur avait tourné pendant 43 minutes après le premier impact, tout le long du chemin du retour vers Kunming, et ne s'était arrêté que lorsque Scott avait coupé le contact. Le chef mécanicien, le maître sergent Bill Henderson, un vétéran de l'armée avec 20 ans de service, se tenait à côté de ce moteur et dit quelque chose qui serait répété dans les ateliers de maintenance de toutes les bases de l'Army Air Force. Les Japonais ne savent pas construire des moteurs comme ça. Personne ne sait construire des moteurs comme ça, sauf nous. Ce moteur devrait être dans un musée. C'est la preuve de la supériorité américaine. Les paroles de Henderson se répandirent rapidement. En quelques jours, les pilotes à travers la Chine, à travers le Pacifique, à travers l'Europe, entendirent parler des 89 impacts de balles sur l'appareil de Scott. L'histoire devint une légende, embellie à chaque fois qu'elle était racontée. Mais la vérité fondamentale demeurait. Le P-40 Warhawk pouvait encaisser des punitions inimaginables et voler quand même. Les pilotes qui avaient peur, qui doutaient d'eux-mêmes, qui se demandaient s'ils survivraient à la mission suivante. Entendirent cette histoire et sentirent quelque chose changer. La confiance. Leur appareil était résistant. Ils pouvaient attaquer à fond, prendre des risques. Et le P-40 les ramènerait à la maison. Cet impact psychologique était aussi important que n'importe quel avantage technique. Le renseignement japonais entendit aussi l'histoire. Au début, ils la rejetèrent comme de la propagande. 89 impacts? Impossible. Aucun appareil ne pouvait survivre à ça. Mais ensuite, d'autres rapports arrivèrent. Des P-40 revenant à la base, avec des dizaines d'impacts de balles, des P-40 avec des radios détruites, des réservoirs de carburant perforés, des morceaux d'ailes manquants, et qui volaient toujours.
Un P-40 atterrit en Birmanie avec toute sa section de queue, ne tenant plus que par des câbles de commande, les éléments structurels ayant été pulvérisés, et le pilote s'en sortit indemne. Un autre P-40 fut touché par des tirs anti-aériens qui avaient percé un trou de 60 cm dans l'aile droite. Le pilote le ramena à la base, atterrit, et l'appareil fut réparé et volait de nouveau 3 jours plus tard. Les ingénieurs japonais essayèrent de comprendre. Au milieu de l'année 1943, les forces japonaises capturèrent un P-40 intact après qu'il eut effectué un atterrissage forcé en Chine occupée. Le pilote avait été capturé, mais l'appareil était intact. Les ingénieurs japonais de Mitsubishi, la société qui construisait le Zero, démontèrent complètement le P-40. Ils examinèrent chaque composant, mesurèrent chaque dimension, analysèrent chaque matériau. Leur rapport, déclassifié après la guerre, est une lecture fascinante. Ils écrivirent « La philosophie de construction américaine est fondamentalement différente de la nôtre, là où nous optimisons la réduction de poids et la performance. Les Américains optimisent la survie et la tolérance aux dommages. Leur appareil est près de 50% plus lourd que notre Zero, mais ce poids fournit une résistance structurelle, une redondance et une protection du pilote que nous ne pouvons égaler avec les capacités de production japonaises actuelles. Cette dernière phrase est cruciale. Que nous ne pouvons égaler avec les capacités de production japonaises actuelles. Ce n'était pas que les ingénieurs japonais ne comprenaient pas ce que faisaient les Américains. Ils comprenaient parfaitement. Ils ne pouvaient tout simplement pas le reproduire. La base industrielle du Japon était plus petite, moins avancée, plus limitée en ressources que celle de l'Amérique. Les usines japonaises ne pouvaient pas produire les alliages d'aluminium à haute résistance utilisés dans la construction du P-40. La métallurgie japonaise ne pouvait pas égaler le moulage du bloc moteur de l'Allison Vita 1710, qui nécessitait des alliages d'acier avancés et un usinage de précision. Le contrôle de la qualité japonais ne pouvait pas égaler les normes d'inspection que les usines américaines maintenaient. Le Zero était une conception brillante pour la réalité industrielle du Japon, mais face à la puissance industrielle américaine, il était dépassé. L'impact psychologique sur les pilotes japonais fut dévastateur. Saburo Sakai, là ce qui écrivit avoir réduit en miettes le P-40 de Scott, écrivit d'autres entrées de journal au fur et à mesure que la guerre progressait. En septembre 1943, il écrivit « Chaque engagement avec des P-40 nous coûte des appareils et des pilotes. Ils ne sont pas aussi maniables que nos Zero, mais quand nous les touchons, ils ne meurent pas. Nous devons les toucher à plusieurs reprises. Pendant ce temps, une seule rafale de leurs 6 mitrailleuses peut détruire un Zero. Nous sommes en train de perdre les mathématiques de la survie. » En février 1944, il écrivit « Les jeunes pilotes craignent le P-40. Ils voient les impacts de balles, voient ces appareils voler encore, et ils perdent confiance en leurs armes. Certains refusent d'engager le combat. Le commandement appelle cela de la lâcheté. J'appelle cela du pragmatisme. Quel est l'intérêt d'attaquer un ennemi que vous ne pouvez pas tuer ? » Les mots de Sakai reflètent un effondrement plus large de l'efficacité au combat aérien japonaise. Au milieu de l'année 1944, la formation des pilotes japonais avait été drastiquement raccourcie en raison des pénuries de carburant et d'appareils. Les nouveaux pilotes partaient au combat avec une expérience minimale, volant sur des appareils qui ne pouvaient pas absorber les dégâts. Face à des chasseurs américains qui semblaient indestructibles, le résultat fut un carnage. Lors de la bataille de la mer des Philippines, en juin 1944, les pilotes américains appelèrent cela le grand tir aux pigeons des Mariannes. Les assaillants japonais furent abattus en masse. Les pilotes américains retournèrent à leur porte-avions, leurs appareils criblés d'impacts de balles, et en sortirent en souriant, le P-40.
Alors en cours de remplacement par des P-51 Mustang et des P-47 Thunderbolts plus récents, avait défini la norme. Les appareils américains survivaient au combat. Les appareils japonais, non. Cette différence décida de la guerre. Le lieutenant Robert Lee Scott Jr. continua à effectuer des missions de combat tout au long de l'année 1944. Il termina la guerre avec 13 victoires confirmées et 9 probables. Un total respectable, mais pas exceptionnel, ce qui rendit Scott légendaire. Ce n'était pas son nombre de victoires, c'était sa survie. Il a effectué 388 missions de combat à bord de P-40 Warhawks. 388 fois, il s'est envolé dans des cieux hostiles, a affronté des chasseurs ennemis et des tirs anti-aériens, et est rentré vivant. Il a été touché par des tirs ennemis à 26 reprises. À chaque fois, le P-40 l'a ramené à la maison. Après la guerre, Scott est devenu auteur. Écrivant en 1943 le mémoire à succès « Dieu est mon copilote », qui a été adapté au cinéma à Hollywood en 1945. Il a pris sa retraite de l'armée de l'air en tant que général de brigade en 1957, puis a travaillé comme consultant en aviation jusqu'à sa mort en 2006 à l'âge de 97 ans. En 1998, à l'âge de 89 ans, Scott a assisté à un événement de restauration de P-40 dans l'Ohio. L'appareil restauré était peint aux couleurs des tigres volants, avec le dessin distinctif de la gueule de requin qui rendait le P-40 immédiatement reconnaissable. Scott a été invité à prendre la parole. Il s'est tenu devant 300 personnes, des anciens combattants, des passionnés d'aviation, des familles avec des enfants. Il a posé sa main sur l'hélice du P-40, a regardé la foule et a dit « Cet appareil m'a sauvé la vie 26 fois, chaque fois que je pensais être mort. Il m'a ramené à la maison. » Les hommes et les femmes qui ont construit ces appareils, les ouvriers de Buffalo, de Détroit et d'Indianapolis, ce sont les vrais héros. Ils nous ont donné des armes auxquelles nous pouvions faire confiance. Ils nous ont donné la confiance nécessaire pour nous battre et gagner. Ce n'est pas juste un appareil, c'est un monument à l'ingénierie américaine, à la détermination américaine et aux valeurs américaines. Quand vous regardez cet appareil, souvenez-vous des gens qui l'ont construit. Souvenez-vous de Marie la riveteuse, des mécaniciens, des ingénieurs. Ils ont gagné cette guerre autant que nous, les pilotes. Les mots de Scott capturent quelque chose d'essentiel sur le P-40 et sur l'aviation militaire américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. L'appareil n'était pas seulement de la technologie, c'était le reflet de la philosophie industrielle américaine. Le construire solide, le construire fiable. Le construire pour ramener les gens à la maison. Cette philosophie s'étendait au-delà du P-40, le P-47 Thunderbolt, avec son moteur radial massif et ses 8 mitrailleuses de calibre 150, est devenu connu sous le nom de Jug, abréviation de Juggernaut. Il pouvait absorber des dommages catastrophiques et continuer à voler. Le P-51 Mustang, avec son moteur Rolls-Royce Merlin et son aérodynamisme avancé, pouvait escorter les bombardiers jusqu'à Berlin et retour. Le P-38 Lightning, avec sa conception distinctive à double fuselage, est devenu l'appareil que les pilotes japonais craignaient le plus, le surnommant « le diable à queue fourchue ». Tous ces appareils partageaient un point commun, ils privilégiaient la capacité de survie. Scott n'était pas le seul pilote dont le P-40 refusait de mourir. Le capitaine Charles Holder, un autre as des tigres volants, a posé son P-40 en Birmanie en mai 1942 après avoir essuyé 47 impacts de balles provenant de tirs anti-aériens japonais. Les réservoirs de carburant de l'appareil avaient été percés, le système hydraulique détruit et la section de queue ne tenait plus que par des câbles de commande. Holder s'en est sorti indemne. Le lieutenant John Hampshire a essuyé 63 impacts au-dessus de l'Afrique du Nord en novembre 1942, dont un obus de canon de 37 mm qui a traversé son aile droite sans exploser.
Il a parcouru 130 km pour revenir à sa base, a atterri en toute sécurité. Et l'appareil a été réparé et effectuait à nouveau des missions de combat en moins d'une semaine. Ces histoires n'étaient pas des exceptions, elles étaient la norme. Le P-40 ramenait les pilotes à la maison. Ce ne sont pas juste des statistiques tirées d'archives poussiéreuses. Ce sont des histoires d'hommes et de femmes qui ont construit la liberté de leurs mains. Mon grand-père travaillait à l'usine Curtis Wright à Buffalo. Il n'était pas pilote, n'a jamais effectué de mission, n'a jamais tiré un coup de feu de colère, mais il construisait des ailes de P-40 pendant le quart de nuit. Il m'a dit, des années plus tard, quand j'étais enfant, chaque rivet que je posais, je pensais au pilote qui volerait avec cette aile. Je m'assurais que chaque rivet était parfait, parce que si je me plantais, quelqu'un pourrait mourir. Ce n'est pas juste du travail, c'est de la responsabilité. Si préserver ces histoires compte pour vous, si honorer la plus grande génération compte, Super Thanks de YouTube, le cœur doré ci-dessous, soutient directement l'accès à plus de témoignages d'anciens combattants, plus de documents d'archives, et plus de lettres et de journaux intimes avant que nous ne les perdions à jamais. Chaque Super Thanks m'aide à passer des semaines dans les archives au lieu de produire des titres à clics. Il s'agit d'honorer tous les aspects de l'histoire. Les pilotes qui se sont battus, les familles qui ont attendu et les ouvriers qui ont construit l'atelier de la démocratie. Les chiffres racontent une histoire que beaucoup trouveront choquante. Les États-Unis ont produit 13 738 P-40 Warhawks entre 1939 et 1944. Comparez cela à la production totale de chasseurs du Japon, environ 10 500 zéros sur la même période. Mais les chiffres bruts ne racontent pas toute l'histoire. Le taux de perte au combat des P-40 était significativement inférieur à celui des zéros. Les pilotes américains volant sur P-40 avaient un taux de survie de 60% lorsqu'ils étaient abattus ou forcés d'atterrir. Les pilotes japonais volant sur Zeros avaient un taux de survie de 35%. Pourquoi cette différence ? Protection de blindage, réservoir de carburant auto-obturant et redondance du moteur. Le P-40 a été conçu pour sauver la vie des pilotes. Le zéro a été conçu pour une performance maximale. Dans les mathématiques de la guerre, sauver la vie des pilotes compte plus que la performance pure. Considérez l'impact économique. Un pilote entraîné en 1943 représentait environ 100 000 $ de coûts de formation, ce qui équivaut à environ 1,8 million de dollars aujourd'hui. Perdre un pilote signifiait perdre cet investissement, plus le vétéran de combat expérimenté. La capacité de survie du P-40 signifiait que les pilotes survivaient, acquéraient de l'expérience et devenaient plus efficaces. Pendant ce temps, les pertes de pilotes japonais augmentaient, des pilotes expérimentés mouraient. Les remplaçants recevaient moins de formation, l'efficacité au combat diminuait. En 1944, le temps de formation moyen des pilotes japonais était passé de 2 ans avant Pearl Harbor à moins de 3 mois. Le temps de formation des pilotes américains est resté à 2 ans pendant toute la guerre. La capacité de survie du P-40 a directement contribué à cet écart d'expérience des pilotes. Après la guerre, les historiens de l'aviation et les analystes militaires ont étudié la philosophie de conception du P-40 et son impact sur l'efficacité au combat. Une étude de 1949 de la Rand Corporation, intitulée Survivability and Combat Effectiveness in Fighter Aircraft, capacité de survie et efficacité au combat des avions de chasse, a conclu: le P-40 Warhawk, bien qu'étant considéré comme obsolète en 1943, a maintenu son efficacité au combat en raison de ses caractéristiques de survie exceptionnelles. Les pilotes volant sur P-40 ont signalé des niveaux de confiance plus élevés, ont adopté des positions de combat plus agressives et ont atteint des taux d'abattage comparables au type d'appareil plus récent. Le facteur principal était la croyance des pilotes en la capacité de survie de l'appareil.
Cette constatation a influencé la conception des chasseurs d'après-guerre dans toutes les forces aériennes de l'OTAN. Cet héritage se poursuit aujourd'hui. Les appareils militaires modernes, de l'A-10 Warthog au F-35 Lightning II, intègrent des caractéristiques de survie qui remontent directement à la philosophie de conception du P-40. Système redondant, réservoir de carburant auto-obturant, cockpit blindé, structure tolérante aux dommages. Ces caractéristiques ajoutent du poids et du coût, mais elles sauvent des vies. Et au final, c'est ce qui compte. Le P-40 Warhawk l'a prouvé. 89 impacts de balles. Moteur toujours en marche. Pilote toujours vivant. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'ingénierie américaine. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette histoire? Mes spectateurs ont partagé d'incroyables histoires de famille dans les commentaires, des grands-pères qui pilotaient des P-40, des grands-mères qui rivaient des ailes, des lettres retrouvées dans les greniers, décrivant des missions de combat, des dégâts subis, des évasions miraculeuses. Partagez l'histoire de votre famille pendant la Seconde Guerre mondiale ci-dessous. Chaque commentaire est un fragment d'histoire que nous préservons ensemble. Faisons en sorte que ces récits complexes nous survivent à tous. Parce que lorsque nous cessons de nous souvenir, lorsque nous arrêtons de raconter ces histoires, ces hommes et ces femmes meurent une seconde fois. Et nous ne pouvons pas permettre cela. Leurs histoires méritent d'être entendues. Leurs sacrifices méritent d'être honorés. Et leurs leçons méritent d'être transmises à la prochaine génération. Absolument. Toutes.